début d'introduction de Devant le temps de Georges Didier Berman. Toujours devant l'image, nous sommes devant du temps. Comme le pauvre illettré du récit de Kafka, nous sommes devant l'image comme devant la loi, comme devant le cadre d'une porte ouverte. Elle ne nous cache rien, il suffirait d'entrer. Sa lumière nous aveugle presque, nous tient en respect. Son ouverture même, et je ne parle pas du gardien, nous arrête. La regarder, c'est désirer, c'est attendre, c'est être devant du temps. Mais quel genre de temps? De quelle plasticité et de quelle fracture, de quel rythme et de quelle heure du temps peut-il être question dans cette ouverture de l'image? Reposons notre regard un instant sur ce plan de peinture renaissante. C'est une fresque du couvent de San Marco à Florence. Elle fut, très vraisemblablement, peinte dans les années 1440 par un frère dominicain qui habitait dans les lieux et fut plus tard surnommé Beato Angelico. Elle se trouve à hauteur de regard dans le corridor oriental de la Clausura. Juste au-dessus est peinte une sainte conversation. Tout le reste du couloir est, comme dans les cellules elles-mêmes, passé au blanc de chaux. Dans cette double différence, avec la scène figurée au-dessus, avec le fond blanc tout autour, le pan de fresque rouge, criblé de ces taches erratiques, produit comme une déflagration, un feu d'artifice coloré qui porte encore la trace de son jaillissement originaire, le pigment ayant été projeté à distance, en pluie, tout cela en une bribe d'instant, et qui, depuis, s'est perpétué comme une constellation d'étoiles fixes. Devant cette image, d'un coup, notre présent peut se voir happé et, tout à la fois, mis au jour dans l'expérience du regard. Quoique depuis cette singulière expérience, pour ce qui me concerne, plus de 15 ans se soient déjà écoulés, mon présent réminiscent n'a pas fini, me semble-t-il, d'en tirer toutes les leçons. Devant une image, si ancienne soit-elle, le présent ne cesse jamais de se reconfigurer, pour peu que la dépossession du regard n'ait pas complètement cédé la place à l'habitude infatuée du spécialiste. Devant une image, si récente, si contemporaine soit-elle, le passé en même temps ne cesse jamais de se reconfigurer, puisque cette image ne devient pensable que dans une construction de la mémoire, si ce n'est de la hantise. Devant une image, enfin, nous avons humblement à reconnaître ceci, qu'elle nous survivra probablement, que nous sommes devant elle l'élément fragile, l'élément de passage, et qu'elle est devant nous l'élément du futur, l'élément de la durée. L'image a souvent plus de mémoire et plus d'avenir que l'étang qui la regarde. Mais comment se tenir à hauteur de tous les temps que cette image devant nous conjugue sur tant de plans? Et d'abord, comment rendre compte du présent de cette expérience, de sa mémoire qu'elle convoquait, de l'avenir qu'elle engageait? S'arrêter devant le pan de Fra Angelico, se soumettre à son mystère figural, voilà qui, déjà, consistait à entrer modestement et paradoxalement dans le savoir qui a nom histoire de l'art. Entrer modeste, parce que la grande peinture de la Renaissance florentine était abordée par ses bords justement, ses parergas, ses zones marginales, les registres bien ou bien mal dits inférieurs des cycles de fresques, les registres du décor, les simples faux marbres. Mais entrée paradoxale et pour moi décisive, puisqu'il s'agissait de comprendre la nécessité intrinsèque, la nécessité figurative ou plutôt figurale d'une zone de peinture facilement appréhendable sous l'étiquette d'art abstrait. Il s'agissait, dans le même mouvement, dans le même étonnement, de comprendre pourquoi toute cette activité picturale, chez Fra Angelico, mais aussi chez Giotto, Simone Martini, Pietro Lorenzetti, Lorenzo Monaco, Piero della Francesca, Andrea del Castagno, Mantegna et tant d'autres encore, intimement mêlés à l'iconographie religieuse, pourquoi tout ce monde d'images parfaitement visibles n'avait été jusque-là ni regardé, ni interprété, ni même entrevu dans l'immense littérature scientifique consacrée à la peinture de la Renaissance. C'est ici que surgit fatalement la question épistémologique.
C'est ici que l'étude de cas, une singularité picturale qui avait un jour suspendu mon pas dans le corridor de San Marco, fait lever une exigence plus générale quant à l'archéologie, comme eût dit Michel Foucault, du savoir sur l'art et sur les images. Positivement, cette exigence pourrait se formuler ainsi. À quelles conditions un objet ou un questionnement historique nouveau peut-il émerger aussi tardivement dans un contexte aussi connu, aussi bien documenté, comme on dit, que la Renaissance florentine? Où on pourrait à bon droit s'exprimer plus négativement? Qu'est-ce qui, dans l'histoire de l'art, comme discipline, comme ordre du discours, a pu maintenir une telle condition d'aveuglement, une telle volonté de ne pas voir et de ne pas savoir? Quelles sont les raisons épistémologiques d'un tel déni? Le déni qui consiste à savoir identifier, dans une sainte conversation, le moindre attribut iconographique et, dans le même temps, à ne pas prêter la moindre attention aux stupéfiants feux d'artifice colorés qui se déploient juste en dessous sur 3 mètres de large et 1,50 m de hauteur. Ces questions toutes simples, issues d'un cas singulier, mais possédant, je l'espère, quelques valeurs exemplaires, engagent l'histoire de l'art en sa méthode, en son statut même, son statut scientifique, comme on se plaît à dire, comme en son histoire. S'arrêter devant le pan de Fra Angelico, c'était d'abord tenter de rendre une dignité historique, voire une subtile intellectuelle et esthétique, à des objets visuels considérés jusque-là comme inexistants, tout au moins comme dénués de sens. Il devint très vite évident que, pour y parvenir, un tant soit peu, il fallait emprunter d'autres voies que celles magistralement et canoniquement fixées par Erwin Panofsky, sous le nom d'iconologie. Difficile ici d'inférer une signification conventionnelle à partir d'un sujet naturel. Difficile de trouver un motif ou une allégorie au sens habituel de ces termes. Difficile d'identifier un sujet bien clair ou un thème bien distinct. Difficile d'exhiber une source écrite qui puisse servir d'interprétant vérifiable. Il n'y avait aucune clé à sortir des archives ou de la Kunstliteratur, comme le magicien iconologue sait si bien sortir de son chapeau l'unique clé symbolique d'une image figurative. Il aura donc fallu déplacer et complexifier les choses, re-questionner ce que sujet, signification et allégorie ou source peuvent au fond vouloir dire pour un historien de l'art. Il aura fallu replonger dans la sémiologie non iconologique, au sens humaniste, celui de Cesare Ripa, que constituait dans les murs du couvent de San Marco l'univers téléologique, théologique, exégétique et liturgique des dominicains, et par contre-coup faire surgir l'exigence d'une sémiologie non iconologique, au sens scientifique et actuel issu de Panofsky, une sémiologie qui ne fut ni positiviste, la représentation comme miroir des choses, ni même structuraliste, la représentation comme système de signes. C'était la représentation elle-même qu'il fallait, pour de bon, mettre en question devant le pan, avec pour conséquence de s'engager dans un débat d'ordre épistémologique sur les moyens et les fins de l'histoire de l'art en tant que discipline. Tenter, en somme, une archéologie critique de l'histoire de l'art propre à déplacer le postulat panofskien de l'histoire de l'art comme discipline humaniste. Il fallait pour cela mettre en question tout un ensemble de certitudes quant à l'objet d'art, l'objet même de notre discipline historique, certitudes ayant pour arrière-fond une longue tradition théorique qui, notamment court de Vasari à Kant et au-delà, notamment à Panofsky lui-même. Mais s'arrêter devant le pan, ce n'est pas seulement interroger l'objet de nos regards, c'est aussi s'arrêter devant le temps. C'est donc interroger dans l'histoire de l'art l'objet histoire, l'historicité elle-même. Tel est l'enjeu du présent travail. Amorcer une archéologie critique des modèles de temps, des valeurs d'usage du temps dans la discipline historique qui a voulu faire des images ses objets d'étude. Question aussi vitale, aussi concrète et quotidienne, chaque geste, chaque décision de l'historien, depuis le plus humble classement de ses fiches jusqu'à ses plus hautes ambitions synthétiques, ne relève-t-il pas à chaque fois d'un choix de temps, d'un acte de temporalisation? Quel est difficile à clarifier. Il apparaît très vite que rien, ici, ne demeure longtemps dans la sereine lumière des évidences.